C'est toujours aussi impressionnant d'animer un débat à Cham quand même. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, lorsque Guy m'a proposé ce sujet de table ronde, évidemment, j'ai pensé au classement, au palmarès des hôpitaux du Point, puisque pour la première fois cette année, il n'y aura pas de palmarès. Et pourquoi? Parce que lorsque le Point a demandé son autorisation à la CNIL, la Commission nationale d'informatique et de liberté, la CNIL a évidemment demandé son avis au CESRES. Je rappelle que le CESRES, c'est le comité d'éthique et scientifique, c'est assez long, pour les recherches, l'étude et l'évaluation dans le domaine de la santé. Et devant l'avis négatif du CESRES, le Point a saisi le Conseil d'État, qui a rendu ses conclusions le 30 juin dernier, et j'ai évidemment lu ces conclusions qui sont très intéressantes, dans lesquelles le Conseil d'État met plusieurs réserves concernant les critères de classement du Point, notamment la notoriété, puisque pour le Point, la notoriété est fonction de la proportion de patients qui viennent d'un autre département que celui de l'hôpital. Or, fait remarquer le Conseil d'État à juste titre, l'important, ce n'est pas ce qu'on est dans un autre département, c'est combien de kilomètres on fait en réalité entre cet hôpital et son domicile. Il faut croire d'ailleurs que cette observation est juste, puisque selon mes informations, le prochain classement du Point gardera ce critère, mais n'en fera pas un classement, un objet de classement. Donc les conclusions du Conseil d'État sont très claires, et là je le cite, ce classement comporte des biais de nature à altérer la qualité de l'information délivrée au public. Dès lors, l'intérêt public n'est pas constitué. Donc quel est donc le cadre réglementaire d'accès aux données de santé? Quelles sont les données de santé concernées? Qui peut y avoir accès? Pour quelles informations? Pour quel public? Bien évidemment, c'est l'objet de cette table ronde. Et on va commencer par Madame Lorlinger, puisque effectivement, c'est vous qui êtes sur la sellette. Tout le monde ne sait pas exactement quelles sont vos missions. Est-ce que vous pourriez nous dire en quelques mots combien d'avis vous rendez par an? Quel est le pourcentage de réponses positives? Qui sont les rapporteurs? Enfin voilà, comment ça fonctionne le CESRES? Alors, la France a des dispositions assez généreuses. C'est que les données en gros, les données de la carte vitale qui sont destinées à rembourser les soins peuvent être utilisées à des fins de recherche, moyennant certaines conditions. C'est-à-dire quand on utilise les données des gens, on ne peut pas en faire n'importe quoi. Il y a des règles, il faut que ça serve à quelque chose. Et on résume ça dans l'intérêt public, c'est-à-dire qu'il faut que ça permette d'augmenter les connaissances, d'améliorer le système de santé, etc. Toutes les demandes doivent passer par donc le CESRES, vous avez dit ce que ça voulait dire, qui donne un avis sur la pertinence, la qualité scientifique, éthique, et l'avis ensuite passe à la CNIL, et c'est la CNIL qui les livre ou pas l'autorisation. Ça, c'est pour la majorité des données, des demandes. Il y a aussi des façons de court-circuiter. Il y a des organismes qui ont des accès directs à condition qu'ils puissent informer directement, que les patients puissent avoir une information personnelle. Alors, le CESRES, il est composé de 20 membres qui sont nommés par un arrêté qui a été publié en 2020, qui sont des représentants des grands instituts de recherche, Conseil d'État, ministère de la Santé, ministère de la Recherche, et il y a 2 représentants des usagers, et qui s'aident en plus par une quarantaine d'experts pour couvrir à peu près toutes les disciplines médicales. Et en gros, chaque dossier est évalué par 2 rapporteurs, un clinicien ou un biologiste sur l'aspect technique et un méthodologiste, parce que le SNDS, Système national des données de santé, c'est pas si facile. On n'y trouve pas toujours ce qu'on veut et il faut vraiment des spécialistes. Et le rôle du CESRES, et ça c'est important, il n'a pas pour but simplement de faire entre guillemets, la police de l'accès aux données, mais aussi d'aider les demandeurs qui ne sont pas compétents, parce qu'au CESRES, il y a des bons spécialistes. Et pour répondre à votre question sur les chiffres, on a vu en 3 ans, on a rendu 1200 avis, ce qui fait beaucoup. 1200 sur un peu plus de 900 dossiers. La proportion d'avis favorables au premier passage, c'est un peu moins de 60%. La proportion d'avis favorables après revoyure, etc., c'est 85%. Donc, c'est plutôt un comité qui essaye d'être positif pour aider à utiliser bien moi j'appelle ça une mine d'or, que sont les données de santé nationales. Et en général, il y a combien de temps entre la demande et votre réponse à vous? Parce que c'est une question importante, c'est du délai. Ça, c'est une bonne question. Réglementairement, le CESRES doit répondre en 1 mois. Ça veut dire qu'on est obligé, là par exemple au mois d'août, on n'a pas eu de CESRES, on vient d'en faire 2 au mois de septembre, ce qui fait que ça fait un gros boulot aussi pour les rapporteurs et pour tout le monde, parce qu'un dossier, c'est 3 à 10 heures de travail, multiplié par 2 rapporteurs, donc 30, ça fait 60 par mois. Donc nous, on répond en 1 mois. La CNIL ensuite a 2 mois renouvelables, ça fait 4. Le problème, c'est après,
C'est la mise à disposition des données, ça on pourra en reparler après. On va en parler justement, parce que lorsqu'on a préparé cette table ronde, vous m'avez dit, contrairement à ce qu'on pourrait croire, les réticences, ça ne vient pas tellement de nous, ça vient beaucoup des détenteurs des données de santé. Il m'avait cité la PHP, le Centre public des hôpitaux de Paris, l'Agence de biomédecine, certaines cohortes comme Constance. Alors comment justement lever les freins existants pour l'accès à ces données? Alors, si vous voulez, il y a le CSRS, c'est un comité indépendant, il ne dépend d'aucune autre organisation. Il y a ce qu'on appelle l'entrepôt national, la plateforme nationale des données de santé, appelée Health Data Hub, qui a pour but d'offrir un guichet unique pour faciliter l'accès aux demandes. Et puis, il y a qu'on appelle des entrepôts de données de santé dans les CHU, dans les plateformes, dans les cohortes, qui ont chacun des données qui sont organisées, des plateformes, des cohortes qui ont montées. Et donc, toute la question, c'est de savoir comment se fait l'accès à ces données. Tout ça, c'est en cours d'organisation. Et il y a un problème en France actuellement, c'est que chacun a un peu un réflexe propriétaire. C'est à moi. Ce sont mes données et j'ai mis plein de boulot dedans. Je voudrais être sûr que je vais pouvoir en bénéficier avant de le prêter à quelqu'un d'autre. Alors le problème, c'est que ce n'est pas mes données, c'est les données de tout le monde, puisque c'est les données de la sécurité sociale. Ces plateformes, elles sont montées avec des financements publics. Tout ça est en train d'être vu. Et puis, il arrive le projet de règlement européen qui va obliger au partage parmi les règles de partage. Donc ça, c'est un des problèmes. L'autre problème, vous l'avez dit, c'est la mise à disposition des données. Et ça, c'est difficile actuellement. D'accord. Antoine Madone, bonjour. Vous, à la FHF, à la Fédération hospitalière de France, vous avez mené une initiative originale et je crois à peu près unique, c'est que vous avez construit un outil statistique et médico-économique sur la base du PMSI, mais en plus sur la base de vos propres données par établissement. Et ça vous a permis d'identifier les patients à risque de développer un diabète ou d'aggraver un diabète dans certains territoires donnés. Alors en quoi est-ce que cette initiative, cet accès à cette information est bénéfique à la fois aux patients et aux professionnels de santé? Oui, merci. Effectivement, je pense que la base de tout ça, c'est cette notion qu'on défend depuis longtemps et qui est dans la loi de responsabilité populationnelle et qui dit que sur un territoire donné, tous les acteurs de santé sont responsables de la réponse aux besoins de santé, exprimés et non exprimés. Et donc, pour savoir ça, il faut d'abord connaître, mais quels sont les besoins de santé de la population qu'on veut viser. Et donc, ce qu'on a construit avec les sociétés savantes, c'est effectivement, en s'appuyant sur les bases nationales de données de santé, une stratification qui est à la fois clinique et médico-économique de cette population. Donc, d'un côté, de quoi ça a l'air une personne à risque de développer un diabète, une personne un peu malade, beaucoup malade, très, très, très malade, et de l'autre côté, à quoi ça correspond en termes de demande de soins. Et surtout, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour chacune de ces personnes, soit pour éviter qu'il développe un diabète, soit s'il en a un, éviter que son état s'aggrave, ainsi de suite. Et donc, ça permet d'avoir une idée des besoins de santé assez fine. Et surtout, en vérité, ce qui est important, ce n'est pas tellement la pyramide à Paris, c'est qu'est-ce que ça change sur le terrain pour les gens, pour les acteurs de santé. Et donc, cette stratification peut être projetée sur le terrain et ça donne une idée localement de dire, bien, dans l'Aube, il y a 800 personnes dans la strate 4 du diabète, 1200 dans la strate 2 et 80 000 personnes à risque. Et c'est là que ça devient intéressant. Ces profils et ces critères de stratification sont utilisés après par les professionnels sur le terrain pour dire, mais chez nous, dans l'Aube, mais qu'est-ce qu'on fait bien, pas bien, quels sont les besoins des uns et des autres, est-ce qu'on rate ceci, est-ce qu'on rate cela, est-ce qu'on fait trop d'examens, pas assez, est-ce qu'on suit bien, et donc là, on est capable de développer localement des programmes de santé intégrés, ville, hôpital, association, avec les patients, avec les citoyens, pour dire, mais chez nous, notre population, elle a l'air de quoi? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Comment on s'organise pour le faire? Et ça permet aussi à chaque professionnel, une fois qu'on connaît la strate du patient, de savoir dans quel parcours il est, chez nous, notre parcours local, et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour cette personne-là. Et ça permet enfin au patient de savoir ce qui devrait lui arriver dans l'année. Parce que vous avez mené cette expérimentation dans le cadre de l'article 51, c'est-à-dire que vous avez identifié 5 territoires particuliers dans lesquels vous proposez à chaque professionnel de santé un fichier en format PDF, donc en accès direct. Et du coup, quels sont les résultats? Je veux dire, en termes de personnes de santé concernées, de personnes dépistées, d'actes de prévention, qu'est-ce que ça a donné finalement très concrètement? Concrètement, la première chose, c'est que tout ça a l'air très bien en théorie, mais comment ça peut marcher dans la pratique? Et c'est pour ça qu'on a dit, on va s'appuyer sur 5 territoires pionniers où on va développer, tester, déployer le modèle en utilisant toujours ces mêmes critères de stratification, ces mêmes pyramides territoriales, mais chacun construit son propre programme de santé, puisque les territoires ne sont pas pareils. Et donc, il y a eu ces réunions qui ont été faites sur le terrain où les gens discutent à partir des recours, des profils
de comment on s'organise. Et ce que ça donne, en fait, c'est dans ces 5 territoires, des parcours qui sont standardisés, qui sont toujours calés sur les mêmes standards, mais qui sont très territorialisés. Donc, tous ces 5 territoires sont effectivement dans l'article 51. C'est des programmes très territorialisés, mais qui partagent toujours la même méthodologie, les mêmes standards, et ainsi de suite. Et donc, ça permet d'avoir un modèle qui s'adapte à chaque territoire. Mais du coup, ça fait combien de professionnels de santé qui en ont bénéficié? Combien de patients ont réussi à avoir des dépistages? Ça a donné quoi? On a aujourd'hui à peu près, donc le déploiement à grande échelle a commencé en janvier 2022, en sortie de COVID. On a à peu près 800 professionnels qui travaillent aujourd'hui avec ça, donc de ville, l'hôpital. 75 patients partenaires. On développe des modèles même de citoyens ambassadeurs aujourd'hui pour aller chercher les gens plus éloignés du soin. 750 actions de prévention primaire. 13 000 personnes qui ont été vues, discutées, sensibilisées aux risques. On a aujourd'hui 3 000 personnes qui sont suivies dans ces parcours par strate dans les 5 territoires. Donc, on voit qu'aujourd'hui, les professionnels en routine peuvent utiliser, c'est très facile, classer un patient dans une strate et derrière, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que moi je peux faire et ainsi de suite. Donc, ça marche, en fait. C'est ça qui est intéressant. On peut mesurer aujourd'hui la proportion de recours aux urgences par les habitants qui ont du diabète dans ces territoires a diminué de 20 %. La proportion de séjours ambulatoires, parce que c'est ce qu'on veut, en fait. On voudrait utiliser l'outil hôpital au bon moment pour les bons patients. La proportion de séjours ambulatoires a augmenté, pareil, de 20 %. Et les longs séjours ont diminué de plus d'un tiers. Parce qu'on peut maintenant, on sait que les gens sont bien suivis dans ces parcours. Ce qui est intéressant, c'est que ces informations bénéficient aux professionnels, mais aussi aux usagers, mais aussi au système de santé global. C'est pour ça que c'est quelque chose d'intéressant. Alors, Carissos, bonjour. En France, il y a un blocage culturel que je trouve assez fascinant. Dès qu'on parle d'argent et de santé, ça ne va pas. C'est comme si l'argent n'existait pas, comme si la santé était gratuite. Et en particulier, les industriels sont toujours suspects quand ils se proposent comme partenaires pour ce qu'on fait par exemple des essais cliniques ou partager des données de santé. Alors comment faire évoluer ces mentalités? Je ne sais pas si le français est vraiment particulier. On râle peut-être plus fort que les autres. On entend plus, en tout cas. Voilà, on l'entend plus, parce que d'ailleurs, M. Fatto m'en parlait tout à l'heure. Si on regarde mon espace santé, il n'y a eu que 2% vraiment de refus de création de mon espace santé. Je lisais une enquête qui a été faite cette année. Les Français voient plutôt un intérêt fort au partage et au stockage de leurs données de santé pour une meilleure prévention, pour un meilleur parcours, pour la recherche. Ensuite, il y a le côté industriel et privé, et je vais en reparler. Mais c'est légitime, j'ai envie de dire moi-même, c'est légitime de savoir qu'est-ce qu'on va en faire. Et donc on a un grand rôle pour éduquer, pour déjà expliquer que la donnée de santé, notamment pour l'industriel, on ne la détient pas, elle est complètement quasiment anonymisée, elle est traitée au travers d'un tiers, poolée sur toute une base de données. Donc il y a quand même une méthodologie sur laquelle il faut expliquer et rassurer. Et puis surtout, pourquoi faire? Vous parliez, il faut qu'il y ait un intérêt effectivement à l'étude. Donc ça, c'est le premier point. Mais il y a des exemples très concrets qu'il faut mettre en lumière pour pouvoir convaincre de l'intérêt justement de ce partage. Qu'est-ce qu'on en fait, comment on le fait, et surtout le fait que ce soit anonymisé. Je regardais dans les projets qu'on a menés dans mon laboratoire. Il y en a un il y a quelques années, traitement antirétroviral dans le VIH. C'est des produits, ils sont développés quand ils sont mis sur le marché. Souvent, on n'a pas les données dans certaines populations, je pense à la femme enceinte par exemple, pourtant un produit extrêmement bien toléré par rapport aux anciennes thérapies, qui pourrait apporter énormément, mais voilà, dans la rapidité du développement, on ne peut pas tout faire d'un coup. Et grâce à une étude rétrospective, avec un partenariat avec une cohorte de la NRS, on a pu regarder de façon rétrospective les données chez la femme enceinte, qu'on a juste complémenté avec certaines études, notamment de pharmaco sur le passage placentaire. Ça suffit pour, dans l'évaluation par l'ANSM, de donner en fait une extension d'autorisation de mise sur le marché pour l'utilisation chez la femme enceinte. Et ça, c'est critique pour le patient. C'est typiquement le genre d'élément d'information qui nous permet un meilleur usage, une extension dans certaines populations. Et c'est un exemple de ce que la donnée de santé permet de faire. Et donc, oui, communiquer auprès des patients, faire de la pédagogie, et on a besoin pour les convaincre d'aller plus loin. Oui, ce que je veux dire, c'est qu'il faut faire de la pédagogie, il faut expliquer quel est l'intérêt individuel et collectif de partager ces données. Sinon, effectivement, le premier réflexe, c'est de dire c'est à moi. De la même façon que le patient dit ce sont mes données, le chercheur dit c'est à moi, parce que donc il faut qu'on partage ça plus facilement. Mais néanmoins, vous m'avez expliqué, lorsqu'on a préparé cette table ronde, qu'il y a un problème récurrent pour les industriels, c'est le délai trop long qui existe aujourd'hui pour la remontée de données de santé. Et ce que vous m'avez dit en tout cas, c'est que ce délai, il est particulièrement imputable à l'assurance maladie et au SDTEB.
comment est-ce que vous pourriez, vous ou d'autres, arriver à réduire ces fameux délais? Je pense que j'aimerais partir par le positif quand même. Oui. Vous avez parlé du mine d'or. Je ne sais pas comment on peut l'appeler, mais c'est surtout, on a une richesse qui est unique. Et je pense qu'on le partage tous. On a des entrepôts de données de santé dans les hôpitaux, on a des cohortes, des registres dans les maladies rares qui sont extrêmement bien structurés. On a la base de l'assurance maladie, le SNDS, qui est aussi qui est unique et qui est, si je regarde les autres pays européens, il n'y a aucun pays qui a cette base nationale de grande qualité. Et il y a un enjeu, du point de vue industriel, il y a un enjeu de compétitivité par rapport aux autres pays, parce que ces données sur la donnée de santé, elles auront lieu quoi qu'il arrive. Elles auront lieu en Angleterre, en Espagne, en Lettonie, en Israël, elles auront lieu. Mais autant les faire en France. On a une qualité de données, c'est aussi une façon, c'est cette ambition, et je pense que c'est peut-être ce qui peut rallier tout le monde aujourd'hui, c'est d'avoir une ambition commune, de dire comment on fait de la France un territoire de recherche sur de la donnée de santé de qualité et de mettre en valeur nos hôpitaux, nos médecins qui travaillent sur ces données. Donc voilà, donc je pars de ce constat-là et d'une ambition qu'il faut qu'on porte. Oui, aujourd'hui, il y a des délais qui freinent la compétitivité de la France dans cette recherche-là. Parce qu'aujourd'hui, si je compare, je parlais de l'Angleterre et de l'Espagne, donc il y a quelques délais effectivement sur l'intérêt de l'étude, mais après il y a d'autres délais administratifs et d'accès à la donnée et de la fraîcheur des données. Parce qu'aujourd'hui, si je demande une requête sur la SNDS, je les aurai dans 1 an, et dans 1 an, j'aurai des données qui sont vieilles d'1 an. Au minimum. Voilà, mais c'est des moyennes, c'est des ordres de grandeur. Si je compare, en Angleterre, je les aurai en 3 mois, une fois que l'intérêt a été évalué. Je les aurai tout de suite et elles sont mises à jour tous les mois. Oui, c'est compliqué, donc je n'ai pas la solution et c'est facile de... Voilà, j'exprime le besoin et j'exprime le besoin des industriels qui peuvent participer parce que c'est bien beau. Si on crée tous ces entrepôts de données, le AGH, etc., mais derrière, ce n'est pas utilisé parce qu'on n'a pas les bons délais, c'est dommage. Et donc, voilà, c'est tous, en le partageant, en le structurant, et nous, en tant qu'industriels, en contribuant, en investissant dans ces projets de recherche en France, c'est là où tous ensemble, on arrivera à avoir un écosystème positif. Mais est-ce que vous avez le sentiment que tendanciellement les choses s'améliorent en France ou qu'elles empirent? Parce que c'est un vrai débat, ça. Sur les interlocuteurs, on a l'impression que... Elles empirent, mais ça fait 4 ans que je suis dans mon rôle, ça fait 4 ans que j'en parle, il n'y a pas beaucoup de progrès. On en parle chaque année à Cham. Voilà, mais... Allez-y, oui. Non, on est d'accord. Effectivement, chaque année, on en parle à Cham, mais chaque année, on dit ça serait bien qu'on s'améliore un petit peu. Oui, allez-y. Si je peux juste dire un mot sur ce problème de la mise à disposition des données, c'est un vrai problème et c'est un problème embêtant parce qu'on a, encore une fois, avec cette base de données, quelque chose qui est unique au monde et on ne l'exploite pas comme il faut, pour plein de raisons. Et si la CNAM n'arrive pas à mettre les données à disposition, c'est parce qu'a priori, ce n'est pas son rôle. Il y a une plateforme des données de santé qu'on appelle le LASDATA qui était censée avoir une copie de cette base de données pour les mettre à disposition et que pour des raisons dont vous avez tous entendu parler, notamment des questions de souveraineté, on l'empêche de jouer ce rôle majeur. Donc, ça ne marche pas. Donc, c'est la CNAM qui doit remplacer, que la CNAM n'arrive pas à suivre. Alors, il faut dire aussi que dans les demandes, les dossiers qu'on reçoit, ils ne sont pas tous destinés à obtenir le prix Nobel. Alors après, la question, c'est ce qu'il faut prioriser. Ça, c'est un autre sujet. On en aura peut-être l'année prochaine le LASDATA Hub, on verra ça avec lui. Jean-Jacques Grenier, bonjour. Vous êtes député de la Sarthe à l'Assemblée nationale. Alors, en 2018, vous avez déposé une proposition de loi visant à améliorer l'accès aux données de santé, notamment dans le domaine de la prévention. 5 ans plus tard, on ne peut pas dire que les progrès soient gigantesques. C'est une litote. Alors, comment améliorer le partage des données de santé et surtout comment les utiliser pour mener enfin une véritable politique de prévention en France? C'est un truisme pour un parlementaire de vous dire que tout est politique. D'abord, ça le rassure. Mais c'est pas complètement faux non plus. Non, ça fait du bien à son ego, ça donne le sentiment à l'élu qui peut intervenir dans tous les domaines. Mais s'il y a un sujet qui doit être un sujet politique majeur dans le cadre de nos politiques de santé, c'est bien les données de santé. C'est un sujet politique majeur parce que ça a été évoqué. On ne peut pas parler de la donnée de santé sans mettre sur la table à un moment donné les risques et les conséquences en matière de souveraineté nationale de l'exploitation de nos données de santé. Quand au printemps 2020, en pleine crise sanitaire, alors qu'on est tous condamnés à regarder BFM à longueur de journée chez nous, on découvre un peu avec stupeur que la PHP s'apprête à faire exploiter ses données de santé par le groupe américain Palantir. Et d'un seul coup, on se dit, est-ce que c'est finalement une bonne idée? Il faut juste quand même préciser que Palantir, c'est une société américaine qui est en partie financée par la CIA. Il y a quelques enjeux derrière, il faut aller jusqu'au bout de la question. Et donc, il y a cette première difficulté. Et puis, évidemment, la donnée de santé est politique parce que c'est ce qui permet
aux politiques de santé, à ceux qui les votent et à ceux qui les mettent en œuvre, de pouvoir évaluer ce qui est fait. Donc on a une évaluation à l'intérieur du système, on l'a vu tout à l'heure, c'est le discours de Guy Valencien, c'est l'excédent modèle monté par la FHF qui permet de parler de la pertinence, de l'efficience de nos politiques de santé. Et puis il y a la partie système de santé qui est celle qui intéresse le parlementaire que je suis et qui doit nous permettre, nous aussi, lorsque, en ce moment unique à l'Assemblée nationale où nous parlons de santé, qui est le vote de la loi de financement de la sécurité sociale, et je le dis unique parce que vous le savez, je le déplore, il faut qu'on ait nous aussi des données de santé qui nous permettent de faire une juste évaluation. Alors, on n'est pas dépourvu de données de santé. L'adresse, et j'adresse un petit salut amical à Jean-Marc Aubert qui est derrière moi, l'adresse fournit régulièrement des données extrêmement pertinentes qui permettent aux élus que nous sommes de prendre des décisions. La Cour des comptes produit régulièrement des rapports dont personne ne peut contester la pertinence, sauf que, comme les carabiniers, ils arrivent toujours un peu après la bataille. Et puis, la mission d'examen des comptes de la sécurité sociale de l'Assemblée, dont je suis membre, produit également des rapports, mais qui, là aussi, ont un décalage en temporalité qui ne permet pas d'adapter les politiques de santé. Je vais vous citer un exemple sous forme d'anecdote. En 2020, j'ai commis un rapport d'évaluation sur les agences régionales de santé avec Agnès Firmin-Lebaudot. Vous noterez que ça a beaucoup plus profité à Agnès Firmin-Lebaudot qu'à moi. J'allais vous le dire, mais bon, écoutez, on ne peut pas gagner à tous les coups non plus en même temps. Hein. Mais cela étant, à l'occasion de ce rapport, nous avons auditionné en visioconférence, on était en pleine crise Covid, l'ensemble des DG d'ARS de France et d'Outre-mer. Et à un moment donné, à la fin de l'entretien avec la DG d'ARS de Martinique, celle-ci me dit « Monsieur le député, j'ai un service à vous demander. Est-ce que vous pourriez passer de ma part un message à Santé publique France ?» Et je lui dis « Madame la directrice générale, c'est un petit peu étonnant que vous, haute fonctionnaire du ministère de la Santé, vous adressiez à un parlementaire pour passer un message à une agence du ministère de la Santé. » Mais moi, habituellement, on ne m'écoute pas. Alors je lui dis « Allez-y pour le message. » Elle me dit « Voilà, est-ce que vous pourriez juste leur dire que faire des campagnes d'affichage, des campagnes à la radio et à la télé, en Martinique, au mois de novembre et au mois de décembre sur la vaccination antigrippale, ça ne sert à rien parce que chez nous, c'est l'été. » Voilà. Et quand vous avez entendu ça par-delà l'anecdote, vous mesurez la difficulté que nous avons à faire une juste évaluation de nos actions et de nos politiques publiques. Donc, la donnée, de ce point de vue, elle est essentielle. Elle est stratégique aussi parce qu'on ne peut pas accéder n'importe comment, ni dans n'importe quelles conditions aux données de santé. J'ai, au moment des débats de la loi du 24 juillet 2019, qui a créé le Health Data Hub, j'avais attiré l'attention d'Agnès Buzyn, ministre de la Santé, sur le risque qu'il y avait à ce que la loi ne définisse pas ce qu'est l'intérêt public en santé qui permet d'accéder aux données de santé des Français via le Health Data Hub, via la CNIL, via le CESRES, etc. Je considère, mais c'est une vieille déformation de juriste, que c'est au Parlement de faire la loi et c'est à la justice de dire le droit. Et à ce jour, ni le Conseil d'État, ni le Conseil constitutionnel, et moins encore le Parlement, n'a défini ce qu'est l'intérêt public en santé. Et donc, je suis toujours inquiet quand c'est le Health Data Hub, un groupement d'intérêt public, c'est-à-dire en droit administratif la plus petite cellule de coopération, ou quand c'est une autorité administrative indépendante, la CNIL par exemple, qui vient dire ce qu'est le droit sur un enjeu aussi majeur que l'accès aux données de santé. Justement, la question d'intérêt public, effectivement, elle est fondamentale. Pour reprendre l'histoire de Palantir, au départ, donc, il s'agissait d'élaborer un outil numérique de suivi de l'épidémie de Covid. Bon, devant la polémique, la PHP a lâché l'affaire, mais quand même, ça pose question, parce que, pour reprendre le terme de la table ronde, libérer pour informer, bien sûr, mais la question, c'est est-ce que l'information est-elle la même, soit qu'on soit patient, professionnel de santé, acteur privé comme un assureur d'assurance, plus globalement, effectivement, comment définir la notion d'intérêt public. Alors, j'aimerais que vous y répondiez rapidement, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, et vous y répondiez également comment vous définiriez ce que c'est que l'intérêt public aujourd'hui. Voire l'intérêt, j'irais même jusqu'à dire l'intérêt du grand public, parce que l'intérêt public, c'est une chose, mais in fine, il y a quelque chose d'intérêt du grand public. Est-ce que vous pourriez répondre ça? Oui, alors je vais vous répondre en deux mots, parce que je déposerai dans les jours qui viennent sur le bureau de l'Assemblée nationale une loi de programmation en santé sur 5 ans.
Parce qu'il me semble que... Vous êtes très ambitieux sur 5 ans. Oui, je suis toujours très ambitieux en matière de santé. Vous avez vu que jusque-là, ça n'a pas produit beaucoup d'effets, mais ça viendra. Un jour, vous serez ministre. Je continue d'y croire. Je continue. L'intérêt public en santé s'entend de l'exploitation de données personnelles de santé à des fins d'intérêt général et notamment d'amélioration de la santé des Français. C'est simple. Ça peut demain devenir la base légale à partir de laquelle la CNIL, le Health Data Hub construiront leur propre jurisprudence éventuellement interprétative, mais on aura une base légale. Cette base légale, elle fait défaut aujourd'hui. C'est majeur tout ça. Vous m'auriez demandé comment j'allais au démarrage de cet entretien, ce que vous auriez dû faire, et je vous aurais répondu que depuis hier, je me sens un peu fiévreux. Mais j'ai pas le Covid. C'est maintenant que vous me le dites. J'ai pas le Covid, je vous rassure. Et en même temps, au moment où je vous dis je me sens un peu fiévreux, je vous livre une donnée de santé. Et donc on a aussi derrière tout ça, et ça aussi c'est du ressort du politique, un travail de pédagogie énorme, vous l'avez très justement souligné madame, un travail de pédagogie énorme à faire auprès des patients. Parce que quand demain on va étaler sur les réseaux sociaux sa situation de santé, on livre au monde entier des données de santé. Quand demain j'interroge Google pour savoir si quand je suis fiévreux, il vaut mieux que je prenne un Doliprane ou de l'aspirine, je livre des données de santé à des gens qui derrière vont les exploiter. Et tout ça aujourd'hui nécessiterait que peut-être on responsabilise davantage nos concitoyens sur la façon dont on évoque soi-même ses propres données. On serait d'accord pour passer de l'intérêt public à l'intérêt général, c'est deux notions qui sont... L'intérêt public est un élément de l'intérêt général. Oui, mais l'intérêt général... J'entends les notions de l'amélioration de la santé des Français. Est-ce que vous seriez d'accord, vous, pour définir l'intérêt public sur ce mode-là? J'y reviens encore une fois sur l'intérêt du grand public. Quand vous définiriez cette notion d'intérêt public qui est complexe quand même, qui est au cœur, effectivement, de la nécessité d'informer et de partager les données de santé? Qui veut répondre? Moi, je veux bien. Allez-y. Moi, je suis chirurgien, donc j'aime bien les choses pratiques et je ne suis pas trop dans la sémantique. C'est bien que vous complétez bien comme ça. Le CESRES... Je suis avocat, je suis coupeur de cheveux en 4. Oui, mais j'ai l'habitude au CESRES, j'ai aussi tout ce qu'il faut. Allez-y. Alors, l'INDS qui précédait le CERES puis le CESRES avait déjà consacré beaucoup de temps à définir l'intérêt public. Et on n'a pas voulu rentrer à nouveau dans ces discussions. En gros, pour moi, l'intérêt public, c'est du bon sens, c'est tout ce qui peut bénéficier à la santé des Français, à l'amélioration des connaissances, à l'amélioration du système de santé, et ce qui n'exclut pas que le demandeur, le porteur de projet, soit privé. C'est-à-dire une firme pharmaceutique qui fait une demande d'accès aux données de santé pour améliorer un médicament, ce n'est pas contraire à l'intérêt public. Sans ça, on pourrait aller n'importe où en disant qu'il faut que le privé soit exclu. Antoine? Oui, effectivement, c'est-à-dire, je pense que l'intérêt public, c'est la finalité en fait de l'utilisation des données qui doit être l'amélioration de la santé et l'amélioration du bien-être des patients. Avec, je pense, à un moment donné, il faut aussi une certaine forme de garantie humaine, c'est-à-dire que le patient lui-même ou la personne doit être capable de dire, moi, je ne souhaite pas ou je souhaite être à part, voire je souhaite partager tout ce que je veux sur les réseaux sociaux en assumant aussi la responsabilité. Donc, c'est cet équilibre-là, mais effectivement, l'approche doit être la plus large et la plus pragmatique possible. Et peut-être aussi, j'aimerais envoyer, on a beaucoup parlé des grandes bases de données, ce qui est effectivement le cœur du modèle, hein, et la richesse qu'on a, la mine d'or qu'on a. Mais en définitive, ce qui est vraiment important, c'est qu'est-ce qui se passe au niveau du patient et des professionnels. Et là, on voit que le passage, et effectivement, c'est ce qu'on voit dans le modèle, où on est capable, à partir des bases de données nationales, et vous comprendrez, professeur, nous, on va envoyer des pyramides ou des chiffres forcément anonymisés, ayant forcément un an de retard. Donc, ce qui est intéressant, c'est bien sûr pour un médecin généraliste, pour une infirmière, pour un hôpital, de savoir, mais moi, aujourd'hui, mes patients dans mon hôpital, combien sont dans la strate 1, 2, 3, 4 du diabète, qu'est-ce qui se passe, quel est leur médecin traitant. Et en fait, toutes ces données-là, aujourd'hui, existent déjà. Ce sont des patients qui sont déjà dans les outils métiers des professionnels. Et cet enjeu-là de dire, OK, très bien, on a une approche un peu de comment est-ce qu'on pourrait utiliser ces données-là, mais comment, dans la pratique quotidienne, on peut exploiter. Là, on arrive à un niveau aujourd'hui où on peut être là et on voit qu'on peut aller beaucoup plus loin parce que ce qui va intéresser effectivement un médecin, une infirmière, un podologue, c'est, moi, dans ma patientèle, j'ai combien sont dans chaque parcours, qui sont mes correspondants, si j'ai une question à poser, qui j'appelle à l'hôpital, et on arrive vraiment là, et ça, je pense, c'est vraiment entre guillemets, la prochaine étape où il faut vraiment commencer à travailler beaucoup plus sérieusement sur les aspects
opérationnelle de l'utilisation de données. J'aimais bien ce que disait Étienne Mainviel à l'instant. On dit 80% de la performance, c'est des opérations. Et bien là, c'est là-dessus qu'il faut travailler, c'est-à-dire l'utilisation opérationnelle des données de santé en contexte réel. Clarisse. Non, mais je pense que tout est dit en termes de connaissances, meilleure connaissance, développement, bon usage, maîtrise des volumes. Monsieur Van Lennep en parlait. Arriver à comprendre comment c'est utilisé, pour quel patient en bénéficierait le mieux. Toute cette analyse dans la vie réelle au travers de la donnée de santé est fondamentale. En termes de prévention, quand on fait un grand programme de prévention avec un vaccin, qu'est-ce que ça génère comme meilleure santé, mais aussi comme économie dans la santé, dans tout le système de santé. Donc tout ça, c'est de l'intérêt public. Alors je vous voyais froncer des yeux comme quand monsieur parlait de... Il y a aussi des intérêts... C'est pas incompatible avec un laboratoire privé qui a besoin de ces données aussi. Non, mais rien n'est incompatible. Mais une fois encore, soyons extrêmement vigilants. Vous avez des données qui sont très personnelles aux Français, celles qui sont contenues dans votre casier judiciaire ou le mien. Et ces données-là, elles sont parfois essentielles et relèvent de l'intérêt général. Si demain j'ai à exercer une fonction publique de quelque nature qu'elle soit, ce qui figure sur mon casier judiciaire peut être effectivement extrêmement important et peut justifier ou pas que je sois admis à entrer dans la fonction publique ou pas. Ces données-là, elles ont été extrêmement cadrées. La loi a fixé les conditions dans lesquelles on accède ou on n'accède pas à ces données. Et je dis que la donnée de santé, comparaison vaut ce qu'elle vaut, mais la donnée de santé est, à mes yeux, du même niveau. On ne peut pas accéder aux données de santé des Français dans n'importe quelle condition. Et il me semble que, là encore, c'est à la loi de dire à un moment donné ce qu'est le cadre légal à l'intérieur duquel l'ensemble des acteurs qui ont cette responsabilité sur les données de santé, l'organisme que vous présidez, professeur, et puis la CNIL et quelques autres, évidemment, à l'intérieur de ça, il faut pouvoir laisser un peu de latitude. Mais cette définition légale qui n'existe pas aujourd'hui, j'y insiste, me paraît absolument nécessaire. Sauf que vous l'avez dit vous-même, qu'il y ait loi ou pas loi, les Français, déjà d'eux-mêmes, donnent énormément de leurs données de santé, bien naturellement. Sûr. Allez-y, je vous en prie, vous voulez rajouter quelque chose? Donc, je voulais dire sur l'intérêt public, il y a la question et la réponse. Vous avez mentionné le dossier du point. La question, est-ce qu'on peut informer les gens de savoir où ils vont se faire soigner? Ça, c'est une bonne question, c'est un intérêt public. Encore faut-il que la façon d'y répondre ne les mésinforme pas. Voilà. La deuxième remarque que je voulais faire avec ce que vous avez dit, ça fait penser à une remarque d'un de nos collègues. J'ai organisé les 2 dernières années un colloque avec les collègues du MIT et de Harvard. Et Glenn Cohen, qui est le titulaire de la chaire de droit de Harvard, il disait c'est quand même étonnant que les gens prennent beaucoup plus attention aux données de leur corps qu'aux données de leur cerveau. Ils vont raconter n'importe quoi sur ce qu'ils pensent dans les réseaux sociaux. C'est très drôle. Il nous reste quelques minutes. Est-ce que vous auriez les uns ou les autres un exemple de ce qui se passe à l'étranger dont on pourrait s'inspirer en France, vraiment un exemple positif? Écoutez, on voit ce modèle de responsabilité populationnelle où on dit qu'il faut vraiment chercher un niveau territorial à garder les gens en santé et à exécuter systématiquement ce qu'il faut faire en fonction des besoins de la personne. C'est un modèle aujourd'hui qui est en train de se généraliser en Europe autour de nous. Vous allez au Pays Basque, il fonctionne déjà comme ça. Vous allez en Catalogne, il fonctionne déjà comme ça. Dans certaines régions italiennes, la Belgique y arrive, nos voisins en Suisse y arrivent. Le NHS England, aujourd'hui, le plus grand système de santé publique au monde, est en train d'être construit sur la base de 42 Integrated Care Systems territoriaux. Donc, l'enjeu, on voit bien qu'il y a une direction générale. L'enjeu pour nous, c'est plutôt comment est-ce qu'on construit notre propre système à nous. Je constate qu'à chaque fois, ce sont des exemples qui sont dans des régions, dans des pays à région, et que la France est un État extrêmement centralisateur. Ah, mais on peut tout à fait, je veux dire, avoir un système territorialisé dans un pays unitaire. Ça, c'est plus une question d'organisation qu'une question disons, constitutionnelle, de est-ce qu'il faut régionaliser le pays ou pas. C'est tout à fait possible. On a déjà des formes d'organisation territoriale. C'est-à-dire, on a des CPTS à un petit échelon, on a des GHT, on a des départements, on a des ARS, on a déjà des territoires, on en a presque trop, en fait. Donc, d'accord. La question, c'est quelle est la bonne, la bonne échelle? En général, ce qu'on voit, c'est des échelles de 300 000 habitants, 300 400 000 habitants, où on a assez de ressources pour traiter la grosse majorité des besoins de santé, tout en conservant cette dimension de proximité. Et ça lie à une échelle aussi de bassin de vie. Ce qui veut dire, du coup, je laisse la parole, ce qui veut dire, du coup, que les ARS ou que les régions françaises sont trop grandes.
Ça dépend pourquoi. C'est-à-dire on voit par exemple que pour des gros enjeux structurants, comme des gros investissements, des enjeux de système d'information, des choses comme ça, l'échelon régional est tout à fait pertinent, des grandes orientations. Après, la construction locale d'un programme de santé, c'est certain que c'est pas la même chose à Pau et à Bordeaux. Et c'est cette question-là qu'il faut vraiment regarder. Je veux dire. Non, j'en ai parlé tout à l'heure. Pour moi, quand je vois... alors, je vais reparler des délais, hein, mais l'Angleterre était déjà assez bien positionnée. Ce que fait l'Angleterre aujourd'hui, c'est en train de se renseigner comment faire un système RGPD, mais moins complexe. Parce que tout ça est vrai. Oui, il faut structurer, il faut donner du cadre, comment accéder, pour quel... Mais attention à la complexité, parce que sinon, c'est là où on perd entièrement dans l'exécution et on n'arrive pas à transformer cette mine d'or en une vraie exécution. Donc, l'Angleterre s'organise. Je vois l'Espagne, alors dans certaines régions, notamment la Catalogne, qui s'organise et en l'espace d'un an, ils arrivent à accéder à la donnée en 1 à 3 mois. Donc voilà, mais pour ça, ça part d'une ambition commune et je pense que c'est là où tous ensemble, essayer de trouver chacun sa part et écrire des priorités et un plan d'action. Bon, je vois que le timer est passé au rouge. Donc, je veux juste, pour compléter ce que vous disiez, il y a un instrument qui existe en France, qui est absolument remarquable et qui est objectif, qui s'appelle Caliscope, qui a été mené par la Haute Autorité de Santé, dans laquelle vous tapez dedans un nom d'un hôpital, vous avez la prestation des patients, l'accueil, les chambres, les repas, vous avez tout un tas d'indicateurs jusqu'aux complications après prothèse totale de genou, jusqu'à est-ce que l'hospitalisation à domicile a dû avec des coordinations ou pas, est-ce qu'il y a des infections nosocomiales. Cet instrument est formidable. Il vaut largement le classement du point. Malheureusement, il est méconnu. Je vous invite tous qui êtes dans cette salle à aller regarder. C'est une mine d'or qui est utilisable. Merci à tous. Merci beaucoup.